Bonsoir et bienvenue dans Face à Face sur Canal Kin Télévision, votre émission de débat politique. Ce soir, nous avons deux invités, deux marques, des deux tendances différentes. Nous avons à notre gauche les pères Kubangila de l'Union des nationalistes révolutionnaires du parti cher à Pascal Niemboué. Nous avons à notre droite Cédric Biengele, communicateur au sein de l'Union Sacrée. Ce sont les deux invités qui vont devoir s'affronter autour de la thématique de ce soir. On parle des manifestations anti-Monisco à Goma qui ont déréglé les comptes, des affrontements entre civils et policiers qui ont donné lieu au cas de décès. On évalue à plus ou moins 10 victimes. On va prendre également un deuxième point qui parle de Ali Bongo, président gabonais réélu, qui a été mené au train de sa chute par une junte qui a délivré des intentions de confisquer le pouvoir. On va chuter par la brouille à l'hôtel des villes, Gentil Ngobila, Gérard Moulumba ainsi que Godé Mpoy qui donne un spectacle d'énervement. Plus que jamais, les trois autorités urbaines gênent le temps. Voilà, ce sont là le point qui vont constituer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le centre de notre discussion de ce soir. Je rappelle que nous avons les pères Kubangila qui est à notre gauche. Nous avons Cédric Biengele qui est à notre droite. Bonsoir les pères, bonsoir Cédric. C'est avec vous qu'on va débattre sur les 3 points que nous avons énumérés. Alors un clin d'œil à tous les militants du parti UNR de Pascal Niemboué, mais également tous les sociétaires de l'Union Sacrée. Bonsoir les pères, je vous donne finalement la parole. Nous prenons le tout premier événement qui parle de la situation à Goma. On l'a entendu ce matin, il y a eu des affrontements qui ont donné lieu à des cas de décès. On évalue même à plus ou moins 10 personnes. Alors finalement, c'est une récurrence d'insécurité dans cette partie de la République, malgré l'état des sièges. Comment est-ce qu'on peut appréhender cette approche? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'abord, je vous dis aussi bonjour. Bonjour. Aussi, bonjour. Bonjour à mon frère Cédric, qui est en face de moi. Et puis bonjour à tous les Congolais qui nous suivent à ce net moment. Plus précisément, les Congolais de la commune de Matete, la circonscription à laquelle je suis candidat, parce que Matete m'a porté comme leur candidat à l'élection provinciale à venir. Et ils ont dit... c'est dont ils avaient donné confiance en 2006 et en 2018, ont failli à leur mission. Alors, il faudrait quelqu'un comme le père Kubangila, ils ont placé leur confiance à ma modeste personne. Donc, je suis candidat et j'en appelle aux Matétoises et Matétois d'être vraiment mobilisés et surtout de ne pas s'en passer de ces moments que la CENI est en train de donner des duplicata. Il faudrait que chacun de nous, celui sur qui le nom s'est effacé sur la carte, se rende à la maison communale de Matete, là où la CENI est en train de donner le duplicata. Et toi qui avais perdu ta carte de lecteur, va à un poste de la police qui est plus proche de chez toi, tu prends le procès verbal et tu te rends à la commune de Matete, on te donnera la carte de lecteur. Mais avant d'aborder votre sujet, laissez-moi dire un problème. Aujourd'hui, l'état des droits est transformé à un état d'ayant droit. Cette lettre que vous voyez avec moi, c'est un procès verbal d'expulsion. Qui a fait ce procès verbal d'expulsion? C'est le procureur de la cour d'appel de Kinshasa Matete. Alors, pour Madame Mpoyi Moulumba Godelièvre, résident sur le numéro 1626 de l'avenue Pétinia, sur la 10e mairie, quartier résidentiel. Cette dame se présenta comme la cousine au chef de l'État. Cette dame vient de récupérer, de confisquer 2 parcelles d'autrui à la 15e mairie de Bonhomme, sur le numéro 41 et 43. Comme elle bénéficie de l'influence de la famille présidentielle, vous voyez d'abord l'adresse elle-même dit tout. Elle est de Pétignas. Donc, c'est Moulumba. Et c'est dit, elle est cousine à M. Tshisekedi. La famille de Tshisekedi. Oui. Ce qui est grave, aujourd'hui, les 2 familles, hier, ont passé nuit à la Belle Étoile. Ils m'ont appelé à 22h. Ils ont des guerpilles, je veux dire. Oui, ils sont des guerpilles. Pourquoi? Cette dame n'a jamais été à des bonhommes. Cette dame n'a jamais acheté ces 2 parcelles. Mais du coup, on voit 2 types
de police militaire PEM et 2 jeeps de la garde républicaine qui s'est rendu sur les lieux pour chasser les propriétaires de leurs parcelles. Alors, ils ont tout jeté dehors. Et ils ont placé les policiers. C'est parti d'un conflit parcellaire? Il n'y a aucun conflit. J'étais là, je me suis renseigné, on m'a dit, la même dame, Madame Mpoyi Mulumba Godeliev, était là en 2020. Elle a déguerpi. On a alerté les autorités compétentes. Cette dame s'était enfouie d'elle-même. Même ce procès verbal, ça date du 21 janvier. Oui, il faut chuter parce qu'on a déjà posé une question. C'est pourquoi maintenant, moi j'en appelle à la responsabilité du président de la République de savoir que nous avons lutté, parce que moi je suis de l'opposition à l'époque, nous avons lutté avec lui dans l'opposition, ce n'est pas pour voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc des spectacles désolants, non. Si quelqu'un veut, manipuler les Congolais sous prétexte d'être proche de la famille présidentielle, je pense qu'il faudrait que la maison civile des chefs de l'État puisse se saisir de ces dossiers. Parce que vous avez suffisamment d'éléments par rapport à ce dossier? Oui, en fait. Bon, il faut le dire, on ignore peut-être la quintessence de cette activité. Bon, d'ailleurs, dire qu'on ignore la quintessence, vous savez, lorsque vous arrivez, moi je suis des bonhommes. Chez nous, c'est la 16e mairie. Cette fois, c'est la 15e. Donc, depuis ma naissance, les familles qui occupent ces parcelles, ce sont eux les propriétaires. Très bien. Nous n'avons jamais connu Madame Mulumba. Elle a commencé cette aventure. Si vous êtes à ma crevette, il y a la famille Tiba Congo. Elle a commencé l'aventure là-bas, ça n'a pas marché. Et du coup, elle a sauté pour la 15e mairie. Très bien. Alors, on prend la question. Ce sont des dossiers importants qu'on pourra évoquer plus tard, ok? On a parlé de manifestation à Goma qui a conduit à des cas de décès. Messieurs les journalistes, vous savez, tout ça, dans un pays, lorsque les autorités faillissent à leur mission, maintenant il y a lieu que la population se prenne en charge. Cette situation de Goma, pourquoi aujourd'hui la population gomatricienne est arrivée jusqu'à manifester pour demander l'expulsion, soit le départ de la MONUSCO? On a compris que la MONUSCO, en réalité, sont des partenaires fiables des groupes armés. La MONUSCO a comme la mission, c'est de donner la paix. Mais fort malheureusement, la MONUSCO, là où se trouve la MONUSCO, c'est là où il y a aussi beaucoup d'atrocités. Mais allez-y comprendre. Aujourd'hui, nous de l'Est, de l'Ouest, du Centre, peut-être nous vivons une paix précaire. Mais ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, il faut être inhumain pour ne pas prêter attention. Et quel est réellement le rôle de la MONUSCO? Pendant que la MONUSCO, c'est une organisation budgétivore. Mais qu'est-ce qu'ils font sur terrain exactement? Qu'est-ce qui était finalement la base de cette infamie qui vient de se créer à Goma, alors que la MONUSCO était en poste, il continue à travailler non, la MONUSCO ne travaille pas. Mais la MONUSCO reste et la MONUSCO pille le minerai de Congo. Alors, il n'a pas ça comme travail, ok? Il a la mission quand même qui lui est attribuée, n'est-ce pas, d'observation. Tout à fait. Okay. La MONUSCO n'a pas ça comme travail. Oui. Mais la MONUSCO, le fait qu'elle n'arrive pas réellement à remplir ses droits et ses devoirs, c'est comme ça que la population s'est dit non, on a marre, nous ne voulons plus cette organisation, il faudrait qu'ils s'en partent. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, mais il ne faut absolument rien. Maintenant, c'est aux autorités compétentes de pouvoir comprendre que, comme la population en a ras-le-bol, il faudrait qu'on saisisse la balle au bon, dire à la MONUSCO, ok, nous sommes maintenant en mesure de sécuriser notre population nous-mêmes, parce que depuis que vous êtes là, le bilan est largement négatif. Alors, prenez vos histoires, quittez les sols congolais. Très bien. Alors, oui, je passe la parole maintenant à Cédric. Finalement, on se pose des questions. Goma, certes, n'est pas entouré par des milices, il faut quand même les dire. Goma est quand même, je veux dire, un bastion de paix jusque-là. Mais comment on a vu finalement cette population se manifester contre la MONUSCO? Merci, messieurs les journalistes. Je voudrais dire l'entrée du jeu, c'est d'abord un privilège pour moi d'être ton invité de ce soir. Oui, merci. Et puis de partager cette grande tribune. Et puis je salue aussi mon co-débatteur. Je profite de l'occasion de présenter aussi les soucis de la commune de Kimansek. Quand vous allez. Je rappelle que vous êtes candidat également dans cette commune. Très bien. Dans ma commune, il y a un sérieux problème de route. La route Mokali, qui est l'artère principale, ça pose un problème. C'est une route qui se trouve dans une situation dégradante.
et puis la route Nzoko. Ce sont les 3 routes majeures pour accéder à la commune de Kimonsek. Aujourd'hui, quand vous allez, c'est impraticable. Et puis, je voudrais aussi attaquer ce que j'ai enregistré comme les tableaux qu'a essayé de peindre mon co-débatteur. Il a essayé de dire que l'état des droits, c'est maintenant un état, selon lui, c'est-à-dire un état où l'état des droits, c'est juste une façon de... L'application pose problème. Mais moi, je dis à mon frère d'abord, en ce qui concerne la procédure de déguerpissement, ce n'est pas l'officier du ministère public qui déguerpit lorsque, par exemple, il y a une parcelle en conflit, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'occupation illégale. Le déguerpissement se fait toujours sur base d'un jugement. S'il y a un jugement qui accorde, soit qui octroie les droits sur un fonds, là, dans ces cas, on peut déguerpir. Mais au stade actuel, citer le nom du chef de l'État sont de farfelis. Au stade actuel, dire qu'il y a l'instrumentalisation du ministère public. Moi, je pense que vous devez d'abord bien analyser votre dossier et puis le présenter devant le public. Paraît-il que la femme serait la famille du chef de l'État? Non, moi là, je ne peux pas affirmer que c'est la famille du chef de l'État. N'est pas dit que quand quelqu'un porte le nom de Moulumba, qui fait nécessairement partie de la famille du chef de l'État. Nous sommes dans un pays où la majorité des gens, nous avons presque les noms similaires. Ce sont des noms que vous verrez au Kassai, quand vous allez par exemple au Grand Bandoudou. Il y a des gens qui portent le nom de Kassoum, il y a des noms qui portent le nom de Kabea. Ce n'est pas seulement tous les Kabea ne sont pas de la famille du chef de l'État. Très bien. Oui. Donc, par rapport à ce qui s'est passé aux 2 provinces, les provinces que nous définissons, les provinces en conflit. Moi, je pense que les ras-le-bol présentés par la population, c'est tout à fait correct, parce que ça fait plus de 2 décennies que nous avons, la MONUSCO présente dans cette zone. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la population s'attendait à une paix durable. Aujourd'hui, quand nous voyons des atrocités, des crimes que nous enregistrons, dans cette zone, ça crée un souci de la part de la population. Moi, je pense que pendant cette période, parce que quand une armée vient en appui, c'est pour stabiliser, parce que nous sommes dans une situation où le Congolais perd de vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a des déplacés. La présence de la MONUSCO, ça allait être quand même un soulagement pour la population. Mais quand la population ne sent pas vraiment l'apport de la MONUSCO, je pense qu'avec beaucoup d'honnêteté, cette revendication, c'est logique. Même le président de la République, quand vous avez suivi le président de la République, qu'est-ce qu'il avait dit dans ces mots? Il a accordé un délai. Ces délais, c'est juste pour observer, faire ce qu'on appelle l'évaluation, voir. Nous avons la MONUSCO dans nos sols. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 2 décennies? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'aujourd'hui, le pays traverse un moment dur. Mais finalement, quel a été le déclic finalement de cette manifestation? C'est la question. Parce que la MONUSCO a toujours été à l'est de la RDC, ça on le sait. Il y a un délai qui a été accordé à la MONUSCO pour son rapatriement. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a fallu aujourd'hui qu'il y ait de manifestations? Monsieur Sylvain, vous devez savoir qu'il y a des morts de trop. Vous savez, dans une population où il y a toujours des morts, ça va créer toujours un riposte. La population peut consommer 2-3 jours, mais quand la situation persiste, parce que la présence de la MONUSCO, c'est instaurer la paix. Parce que si par exemple nos militaires étaient dans l'incapacité de mettre la population dans une paix durable, la MONUSCO comme une équipe d'appui, la population devait vivre quand même cette paix-là, mais quand la situation persiste, quand la situation perdure, ça crée aussi un souci. Ces soucis, à des fois, ça peut aussi engendrer des ripostes mal orientées. Quand même, vous avez suivi, même le chef d'État lui-même avait dit que nous sommes dans une phase d'observation, nous observons, mais quand nous sentons que l'apport de la MONUSCO, ce n'est pas significatif, dans ces cas-là, on peut même rompre. Mais quand la population elle-même qui vit la situation, parce que nous sommes à Kinshasa, ce qui est comme problème là-bas à l'Est, en termes de... ce que nous vivons ici, ce n'est pas de la même dimension que nos frères traversent là-bas. Oui. Moi, je pense que cette revendication, c'est une revendication correcte. Ça revient maintenant aux autorités de prendre d'autres options s'il faudra maintenir la MONUSCO. Parce que nous avons, vous savez, aujourd'hui, notre partie Est est militarisée avec beaucoup de troupes qui viennent d'ailleurs. Mais nous devons aussi vivre, malgré ces gens-là qui viennent. Notre souci, c'est de voir les résultats parce que le contrat est lié aux résultats. Si par exemple, il y a des groupes de trop qui essaient de militariser cette zone, au moment où la population traverse toujours les périodes les plus dures, là, ça va créer toujours des soucis. Mais pourquoi s'en prendre à la MONUSCO? Et pourtant, il y a d'autres forces, n'est-ce pas, qui sont tamponnées à l'est de la RDC. Pourquoi seulement la MONUSCO? Bon, vous savez, pourquoi la question dit que pourquoi la population touche toujours la MONUSCO? Parce que la MONUSCO, la présence de la MONUSCO, c'est plus de 2 décennies. Là, c'est d'abord, la mission principale, c'était d'instaurer la paix. La mission principale, c'était que la population
traverse un moment, pas des moments difficiles. C'était question de vivre une paix durable. Au stade actuel, vous imaginez, 10 ans, 20 ans après, c'est toujours la même question qui se répète. Là, c'est tout à fait correct. Raison pour laquelle vous verrez que la population va toujours Très bien. Très bien. Alors, les pairs, finalement, on se demande, est-ce que c'est la MONUSCO qui perd ou c'est la RDC qui perd? D'autant plus que la MONUSCO, ce n'est qu'une mission d'observation. Moi, je crois que les attaques que nous recevons de la part de nos ennemis doivent être affrontées également par notre armée, c'est-à-dire l'armée nationale. Est-ce quelque part, ce n'est pas des échecs de la RDC qu'on veut attribuer à la MONUSCO? Non, en fait, d'abord, c'est pas la RDC qui perd, mais c'est la MONUSCO. Vous savez, depuis 1997 que cette mission est sur le sol congolais, jusqu'à aujourd'hui, s'il faut voir, il y a qu'un changement, il y a pas d'avancée significative. Par contre, vous allez constater que dans des zones où il y a la présence de la MONUSCO, c'est aussi dans les mêmes zones où il y a plus d'atrocités. Maintenant, nous devons nous poser des questions. Comment est-ce que la MONUSCO est là, mais au lieu et place que la population vive dans la quiétude, mais la population vive encore dans des piscoses qui ne disent pas son nom. Donc, il y a maintenant lieu que le gouvernement congolais, vous savez, j'ai aimé une partie du discours de M. Évariste Ndayishimiye qui a dit les Congolais ne peuvent pas attendre que la paix vienne d'autres pays. Peut-être que le Parlement n'avait pas compris ce message. Donc, c'est un message interpellateur pour dire qu'aujourd'hui, pour que les Congolais vivent mieux, ils n'ont pas besoin d'une mutualisation des forces entre la force ougandaise et la force congolaise. Il n'a pas besoin de la MONUSCO pour que les Congolais vivent en paix. Pour preuve, est-ce que vous pouvez me citer, ne serait-ce qu'un seul pays où la MONUSCO aille à stabiliser la situation dans leur pays? La réponse est non. S'il faut voir en Syrie, en Afghanistan, partout il y a la part de la MONUSCO. Mais qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Rien du tout. Donc, moi je pense, là où vous n'êtes pas les bienvenus, vous ne pouvez pas forcer des choses pour que vous soyez les bienvenus. Non. Donc, dites-vous qu'ici, nous ne sommes pas les bienvenus, il y a lieu de voir ailleurs. Moi, je pense, aujourd'hui, prenons l'exemple de la Russie, par exemple. L'Ukraine, avec tous ses alliés, mais ils ne sont pas capables de pouvoir affronter la Grande Russie. Et si les grands Congo, aujourd'hui, pouvaient s'organiser à l'interne, comme fut le cas avec Joseph Désiré Mobutu à l'époque, est-ce qu'on aura réellement besoin de la fameuse MONUSCO? Non. Donc, que les autorités prennent ses responsabilités en main. Et moi, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui à Goma, c'est l'application de l'article 63. Parce que la Constitution dit ceci: tout Congolais a le devoir et le droit de défendre l'intégrité territoriale lorsque celle-ci est menacée. Oui, l'intégrité territoriale est menacée. Aujourd'hui, il y a Bunagana, il y a Rutshuru Masisi, qui sont occupés par les forces négatives. Mais qu'est-ce que fait la MONUSCO? Vous allez me dire qu'à Bunagana, il n'y a pas la MONUSCO? Vous allez me dire qu'à Masisi, il n'y a pas la MONUSCO? Est-ce que le départ de la MONUSCO ne serait pas un trou qu'on va créer, qui va permettre encore une sorte de perméabilité finalement dans cette partie de la République? Nullement. Nullement. Parce que, je suis en train de dire, tu sais, la présence de la MONUSCO, c'est comme la présence d'un sorcier au milieu des saints. Ça veut dire? C'est-à-dire que non, si vous avez un sorcier au milieu de vous, peu importe tout ce que vous pouvez avoir comme stratégie, il sera le numéro 1 de vous détruire. Il va vous envoûter de sorte que le bon projet ne trouve pas satisfaction. C'est comme la MONUSCO. Vous ne pouvez pas imaginer que ça peut aussi, je dis bien, ça peut aussi être la MONUSCO parfois qui donne à l'ennemi les stratégies. Parce que aujourd'hui, la guerre profite à la MONUSCO. Là où il y a la MONUSCO, s'il y a la guerre, la population s'enfuit. Mais ils continuent à piller les matières premières. Donc, avant 1997, il n'y avait pas la MONUSCO, les Congo étaient les Congo. Les Congo n'étaient pas bancalisés. Mais aujourd'hui, avec la part de la MONUSCO, n'est-ce pas, il y a des territoires qui sont occupés par les forces négatives. Très bien. Donc, alors, est-ce que, comment, on ne peut pas réfléchir deux fois. Ok, c'est deux. Moi, activement, je vais par là. Moi, en 2005, avec Païtienne Tissé de Moulumba, la MONUSCO était à 14 limité. Nous avons manifesté à l'époque pour cesser la MONUSCO. Kabila Joseph, c'était entêté. Mais maintenant, je me dis,
Mais c'est Tshisekedi. Nous avons été avec lui en 2005 lorsqu'on chassait le MONUSCO. Et aujourd'hui, le fils d'Israël qui est au pouvoir. On peut encore comprendre les Biengele et consorts qui étaient avec Kabila. Aujourd'hui, ils ont fait allégeance à Tshisekedi. Peut-être qu'ils ne comprennent pas l'histoire. Mais nous qui avons commencé avec Tshisekedi depuis l'opposition. Hier, on a contesté la MONUSCO. Avec lui, on a contesté la MONUSCO. Pourquoi aujourd'hui, lui au pouvoir, ne peut pas dire à la MONUSCO out parce que vous avez échoué votre émission? Très bien. Alors, finalement, Cédric, qu'est-ce que nous gagnons en faisant partir la MONUSCO, par exemple? Bon, vous devez d'abord comprendre la quintessence, soit l'importance de la MONUSCO. Vous savez, la loi créatrice de cette structure a comme vocation de rétablir une paix dans le monde. C'est-à-dire, la mission onusienne, c'est d'instaurer la paix. Aujourd'hui, la présence de la MONUSCO, c'était de permettre à la République à protéger ses territoires ou éviter ce qu'on appelle les agressions et les atrocités que nous enregistrons dans notre partie Est. Vous savez, aujourd'hui, la grande question que nous nous posons, c'est de savoir comment MONUSCO opère et puis pourquoi la situation perdue. Vous savez, cette permanence de l'insécurité dans la zone Est, c'est ce qui crée les soucis aux Congolais. Ouais, moi, je dis que comme un État de droit, ce n'est pas un État voyou où on peut rompre quand le président de la République était venu. Je ne sais pas si la démarche de notre frère, c'était juste dès l'entrée du jeu, il devrait carrément mettre fin ou soit... La grande question, c'était aussi d'évaluer la présence de la MONUSCO. Quelles sont les avancées et les désavancées? Même, je vous ai dit, dans la rhétorique du chef de l'État, il avait bien souligné que la présence de la MONUSCO, nous allons évaluer. Et puis, preuve du contraire, quand même le chef de l'État a essayé de faire appel dans des zones à conflit. Aujourd'hui, vous avez vu quand le chef avait convoqué ce qu'il a convoqué comme un conclave, c'était de discuter sur de grandes questions, sur les problèmes de l'insécurité qui règnent dans la zone est de notre pays, comment mettre fin à ça, qui sont derrière cette histoire. Vous savez, tout ça, ça demandait une intelligence. Moi, je ne pense pas qu'on devrait tout faire dans les 4 années et puis rompre directement. C'était question d'évaluer et puis voir l'importance. Alors, la prolongation de ce mandat de la MONUSCO par le chef de l'État, est-ce une erreur du chef de l'État? Non, ce n'est pas une erreur. Nous ne sommes pas un État voyou. Au stade actuel, c'est pour un État normal, c'est question de coopérer, de coopération militaire avec d'autres États pour instaurer la vraie paix. Parce que au stade actuel, la vision de tout État, c'est d'abord d'instaurer une paix mondiale. C'est-à-dire, cette paix va permettre aussi à des personnes que nous partageons des frontières. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, la situation de guerre en République démocratique du Congo, ça affecte aussi les pays voisins. Parce que nous sommes censés de partager sur tout le plan. Même pas sur le plan militaire, il y a aussi des volets économiques. Parce que la majorité des pays africains, nous sommes des économies faibles. C'est-à-dire, ça demande toute une énergie, une synergie entre les États pour booster cette économie. Aujourd'hui, quand la République démocratique du Congo est touchée par l'agression, quand la République démocratique du Congo, il y a des groupes qui opèrent pour déstabiliser les pays, ça va aussi affecter tous ces pays-là que nous partageons des frontières. Très bien. Raison pour laquelle, moi, je dis que la démarche du chef de l'État, ce n'est pas une démarche violente. C'était question de voir un bon père de famille. La population maintenant en a ras-le-bol, hein. La population est fatiguée finalement de la présence de la MONUSCO. Vous savez, quand on veut donner une paix durable, ça prend toujours du temps. Ne pensez pas qu'il y ait des différentes paix on a enregistrées dans ces pays. C'était des paix éphémères. Après des accords, il y a toujours des situations qui se rebondissent. Très bien. J'avais posé cette question. Oui, j'avais posé cette question à l'EPR, mais je te la pose quand même. Il y a plusieurs groupes armés, quand même, il faut le dire, même des forces régionales qui sont sur place. Alors, quelle est finalement leur mission? Vous voulez mettre la MONUSCO avant l'armée congolaise? Vous voulez mettre la MONUSCO avant toutes ces forces régionales? Non, il ne faut pas. Là c'est une façon de présenter notre armée comme étant une armée faible. Vous savez, dans toutes les zones en conflit, c'est toujours l'armée congolaise qui assure la sécurité de nos territoires. Mais ce ne sont pas des étrangers. Ce ne sont pas les armées étrangères. Là, nous avons l'armée au fond, n'est-ce pas? Nous avons une armée organisée. D'ailleurs, c'est 8e. Selon les statistiques. Alors, si la guerre ne s'arrête pas, c'est la MONUSCO ou c'est l'armée congolaise? En termes d'organisation, en termes même d'effectifs, on fait partir des sécurités sérieuses au monde pour dire que... Mais quand vous essayez de dire que non, l'armée congolaise se considère comme observateur dans cette zone-là, ça résonne trop fort. Moi, je dis toujours que ce sont les vaillants combattants congolais, c'est eux qui sont au premier plan,
Tous ces groupes-là viennent en appui. Très bien. Ils ne sont pas là juste pour disjoncter les actions. Voilà. C'est l'armée congolaise qui organise et puis qui essaie de disjoncter les actions. Très bien. Alors, nous sommes dans une période électorale, il faut le dire. Au mois de décembre, on va devoir voter le chef de l'État et consort. Est-ce que vous ne craignez pas que le départ de la MONUSCO soit une fuite, finalement, qui permettrait, si pas à Kinshasa, alors même à l'est de la République, partout, finalement, une sorte de, de misération populaire. Est-ce que vous ne craignez pas cela? Messieurs les journalistes, ce qui s'est passé hier au Gabon, il y a aussi la présence de la... On va parler du Gabon. Oui, on parle de l'air. En fait, c'est juste une parenthèse. C'est pour dire que, d'abord, les élections, c'est une question de la souveraineté nationale. Que la MONUSCO soit ou n'est pas là, ne soit pas là, rien ne va changer. Il faudrait que aujourd'hui... On a vu en 2006, je ne te coupe pas la parole, en 2006, il y a eu de affrontements quand même ici dans la ville de Kinshasa. Et grâce à la présence de la MONUSCO, il y a eu une sorte de tempérance. Non. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une erreur? Vous savez que, par contre, en 2006, on a vu l'effort. En fait, c'était une armée de... Il y avait la MONUSCO, enfin la MONUC et puis l'effort également. L'effort également. Ils n'étaient pas venus pour protéger les Congolais. Mais par contre, ils étaient là pour protéger le pouvoir de Joseph Kabila. Parce qu'ils savaient qu'avec la non-participation de Tenselo Moulumba, avec la présence de Jean-Pierre Bemba, si l'on ne publiait pas le vrai résultat des urnes, ça pouvait chambarder. C'est comme ça que l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, tous, ils avaient envoyé ces organisations pour qu'ils viennent protéger Joseph Kabila. Ils avaient joué un rôle important quand même. Non, ces rôles n'étaient pas profitables à la population. Il y a eu une sorte de paix, quand même après ces élections. Non, c'était pas pour les Congolais. Non, moi je ne vais pas dire que non, ils étaient là pour poser les Congolais. Parce que moi je vis le militaire de la MONUSCO tirer à bout portant à limiter sur les manifestants. Ça nous a évité une guerre ici. Nous l'avions vu même à l'est du pays. Ça nous a évité une guerre dans la capitale. Bien quand même le dire. Non, pour dire quoi? Vous savez, dans tout ça, s'il faut éviter le némige à la fête, il faudrait que nos autorités organisent bien les choses. C'est-à-dire aujourd'hui, la CENI ainsi que la Cour constitutionnelle, s'il faut éviter la révolution populaire, il faudrait que la volonté du peuple exprimée au travers de urnes soit publiée. Mais dans les cas contraires, qu'il y ait la part de la MONUSCO ou pas, je ne pense pas qu'ils seront en mesure de... On dit d'ailleurs, en fait, la puissance de la population est plus que la bombe atomique. Donc si aujourd'hui, le peuple arrivait à se prendre en charge, peu importe la présence de la MONUSCO ou soit des FARDC, ils ne sauront rien faire. Donc, moi, je conseillerais d'abord au gouvernement, aux dirigeants, de mieux faire les choses. Vous savez pourquoi aujourd'hui, même la petite France peut cracher sur nous? On a vu Macron dire ici la compromis à l'africaine. Si nous voulons nous faire respecter, nous avons tout intérêt de bien faire des choses. Ne faisons pas des choses pour prouver aux adversaires politiques. Ne faisons pas des choses pour anéantir ceux qui n'ont pas le pouvoir. Mais faisons les choses pour l'avenir de la République. Parce que c'est de la République qu'il s'agit. Je l'ai dit, Mobutu a fait 32 ans. Il est parti. Kabila Laurent a fait 3 ans. Il est parti. Joseph a fait 18 ans. Il est parti. Tshisekedi aussi, après ses 5 ans, il va partir. Mais le Congo restera le même. Alors, faisons des choses pour l'avenir de notre pays. Ne faisons pas des choses pour nos intérêts égoïstes. Ça c'est vrai. Bon, donc, ça c'est vraiment une sorte de conseil que tu donnes aux autorités. Mais le problème c'est la MONUSCO. Est-ce qu'on ne peut pas attendre jusqu'à décembre 2024 pour que finalement la MONUSCO officiellement quitte les sols congolais? Quel rôle qu'aura joué la MONUSCO s'il serait là d'ici décembre? Parce que le rôle qu'il a joué depuis plus de 20 ans ici. Non, nous avons vu en 2018, non? Alors... Non, nous avons vu en 2018 qu'est-ce qu'il y a eu en 2018? En 2018, les élections. Oui. Le vrai vainqueur n'était pas publié. Mais qu'a fait la MONUSCO? La MONUSCO n'a rien fait. Or, il y a eu aussi une mission d'observation électorale pour le compte de la MONUSCO. Est-ce que la MONUSCO a donné d'autres sons de cloche contrairement à ce que la CENI avait donné? Est-ce que c'était le rôle? Est-ce que c'était le rôle de la MONUSCO de publier des résultats? Non, j'ai pas dit. Non, mais c'est ça au fait la question. Non, je ne dis pas que c'est le rôle de la MONUSCO de publier. Mais je pense que s'il y a des observateurs, les observateurs font des rapports par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain. La MONUSCO avait une mission d'observation électorale. Est-ce que cette mission avait-elle fait des rapports considérables et des rapports fiables par rapport à la société électorale? La réponse est non. Donc, pour dire que
qu'ils peuvent être là ou ne pas être là, ça va rien changer. Très bien. L'histoire du Congo, comme l'a dit Lumumba, sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Voilà. Moi, personnellement, de l'opposition que je suis, je ne vois plus l'importance de la présence de MONUSCO dans notre pays aussi longtemps que mes frères de l'Est continuent à être massacrés, continuent à être tués. Merci les pères. Finalement, Cédric, ce sont presque les mêmes questions qui reviennent. Est-ce que c'est la MONUSCO qui doit faire la guerre au Rwandais, par exemple, ou à tous ces assaillants de l'Est? Est-ce que c'est la MONUSCO qui doit faire ce travail-là? Non, d'abord, pas du tout. Moi, je ne crois pas que la République démocratique du Congo se confie en totalité avec des armées étrangères qui viennent opérer, qui viennent en appui dans notre système. Vous savez, preuve en est, quand vous voyez comment l'État congolais se comporte, c'est toujours comme un État responsable. Preuve en est, il y a une loi de programmation militaire. On essaie toujours de donner une réponse face à des questions sans nom. Aujourd'hui, le Congo essaie de recruter, il y a des nouvelles recrues. Donc, c'est juste pour répondre face à toutes ces questions-là. Moi, je ne vois pas que comment la République peut s'attendre aujourd'hui le Congo pour avoir une paix. On ne doit pas seulement se confier aux armées étrangères. Là, c'est d'abord les amis peuvent mettre. Mais c'est ce qui se passe finalement. Non, c'est pas ce qui se passe. Je vous ai dit que dans mon introduction, l'État congolais, c'est un État où, au stade actuel, on ne peut pas vivre en solo. C'est-à-dire, nous sommes censés de coopérer avec les autres. Nous sommes censés de vivre en harmonie. C'est-à-dire, comme le tout pays reconnu, nous avons la souveraineté. La République démocratique du Congo, c'est pas un sous-État face à tous ces. Oui, c'est de quelle allure vont les choses? Est-ce que vous, je vous en prie, on évolue. Je vous en prie, c'est une façon de te relancer. Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes en train de partir pour une insurrection à l'est de la RDC? Regardez toutes ces manifestations récurrentes. Non, moi je pense que c'est pas du tout. Donc, on tend vers ça? Non, pas vers ça, parce qu'il y a des avancées. Quand les amis ignorent les avancées, ce qui se passe dans la partie zone est, aujourd'hui même en termes des troupes qui opéraient, il y a des indicateurs qui prouvent que aujourd'hui quand même il y a quand même en termes de morts. Il y a quand même s'il y a eu une accalmie, alors pourquoi toutes ces manifestations? Je vous dis qu'il y a des avancées. Quand vous allez dans la partie est, la situation telle qu'elle est présentée ici à Kinshasa, il y a quand même des avancées. C'est tout ça, c'est grâce aussi à la MONUSCO. La MONUSCO aussi a contribué. Il ne faut pas rejeter les efforts. Quand il y a quand même des gens qui viennent en appui, ils montrent quand même les soucis. Au stade actuel, je vous ai dit, c'est question de faire ce qu'on appelle le toilettage. C'est question de faire ce qu'on appelle la réqualification. Parce que ça fait plus de 2 décennies. Quelles sont les avancées? Quelles sont les désavancées? Mais cela ne dit pas d'ignorer tous ces efforts conjugués dans cette partie. Comment l'état de siège? L'état de siège. Aujourd'hui, il faudra parler des avancées, même pas sur les plans militaires, il y a aussi des avancées sur les plans économiques. Il y a des routes construites sous état de siège. Sous état de siège, je vous dis, il y a quand même il y a des infrastructures que les pays ont bénéficié. Aujourd'hui, les pays, en termes de recettes, la mobilisation des recettes, c'est toujours sous l'état de siège. Oui, il ne faut pas ignorer en bloc. Oui. Je vous dis, il y avait des groupes qui opéraient. Quand vous essayez de peindre un tableau comparatif, vous allez voir qu'aujourd'hui, quand même, en termes de chiffres, je vous dis que beaucoup de troupes sont disparues. Mais s'il y a des avancées, alors pourquoi toutes ces manifestations contre la question, nous sommes des Congolais, même s'il y a une mort, ça fait partie de notre bloc, sont des Congolais des zones, ne sont pas des Congolais des zones B. On doit quand même critiquer la situation, mais du moins, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas des avancées. Là, je suis contre votre langage. Très bien, très bien. Bon, on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'avancées, mais toutes ces avancées apparemment ne profitent pas à la paix. Finalement, à l'est de la RDC, on continue à tuer, s'il faut quand même le dire. Est-ce que la population n'étend pas vers une sorte d'insurrection? Parce que c'est la 1e fois qu'il y a manifestation. Monsieur le journaliste, vous savez, très souvent, moi je suis éclairé de voir mes amis de l'Union sacrée parfois défendre l'indéfendable. Parce que lorsque mon frère parle des avancées significatives, je me pose la question, avant 2018, la superficie du Congo, la République démocratique du Congo était connue. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère peut me dire quelle est la superficie de notre pays? Non, les ADF ont été neutralisés sous état de siège. Bon? Donc tu es sûr? Donc tu peux regarder la caméra. Et puis je vous dis que le Congo n'a pas perdu ses terres. Tu as fini? Là, vous devez savoir. Tu as fini? La République démocratique du Congo dépasse les squelettes. C'est un état de droit. C'est pas un état monsieur. On n'a pas perdu les terres. Très bien. Merci la parole. Nous sommes dans une. C'est moi qui ai la parole, monsieur. Je vous en prie. Est-ce que tu peux être là, je serai désaccord avec vous. Merci. Arrêtez le comportement de dans ce plateau, c'est son frère. Je vous en prie. Oui. Écoutez, vous savez, il a dit qu'on n'a pas perdu de terre. Donc la superficie est 2 355 millions. Non, mais il a oublié, parce qu'aujourd'hui, pour son information,
c'est la RN, je crois 4. Oui. Le M23 perçoit les taxes. Donc là, il est Abunagana, Rutshuru, Amassisi. partout là, ce sont les forces négatives qui perçoivent les taxes. Et il dira que non, cette superficie appartient toujours au Congo. Lorsqu'on parle du territoire national, on voit tous les territoires réunis. Mais finalement, on se pose une question, Koubangila. Mais finalement, qu'est-ce qu'on attend finalement pour faire la guerre aux commanditaires de toutes ces rébellions? Non, en fait, faire la guerre, oui. Il faudrait que vous ayez aussi un président qui tient à faire la guerre. Je pense qu'il y a eu le temps de l'opposition. Parce qu'on est fatigué de tous ces tralala d'intervention. Alors pourquoi ne pas aller directement à la vitesse supérieure, faire la guerre, on en termine et puis on prend tout ça. J'ai toujours dit, celui que j'appelle affectueusement Yaya Félix, oui. a échoué plutôt à sa mission parce que mon grand frère Félix Tshisekedi est vacillant aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire... C'est un terme fort quand même pour le chef de l'État. Non. Vacillant. Non, quand on dit que quelqu'un est vacillant, c'est-à-dire il ne sait plus dans il n'a pas une position fixe. Non, il n'a pas une position fixe. Okay. Face à ce qui se passe à l'est du pays, le chef n'a pas une position fixe. Il est dépassé par l'événement, selon toi? En quelque sorte, oui. Parce que, écoutez, tu tiens un point de presse avec ton homologue qui te dit en face que la solution au problème des Congolais ne viendra pas d'ailleurs. Mais vous continuez toujours à signer des accords avec des forces armées étrangères pour neutraliser les ennemis qui se retrouvent sur votre sol. Imaginez, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est-à-dire, le chef lui-même, c'est comme quelqu'un qui est au volant, mais qui ne sait pas quelle direction prendre. Très bien. Là, finalement, les pères. Alors, tu vas citer. Oui. J'ai entendu mon frère dire ici, il dit, non, il y a des avancées, mais non. Ici, à Benimbaou, on a trouvé 39 personnes égorgées. À Ituri, je pense 5 jours passés, il y a eu des morts. Chaque jour qui passe à l'est du pays, il y a des morts. Mais quand mon frère part ici, c'est lui que les enfants de Kimbanti vont élire en 2023 ici. Quand il parle des avancées, il fait allusion à quoi? Très bien. Où est-ce qu'il y a Il va nous expliquer cela. Il va nous expliquer cela. Mais ça, c'est grave. Merci. Est-ce que Rutshuru aujourd'hui appartient au Congo? Est-ce que Masisi appartient au Congo? Est-ce que Bunagana appartient au Congo? Est-ce que l'autorité de l'État est rétablie dans tous ces coins de la République? La réponse est non. Très bien. Merci. Si tu ne défends pas le père, pouvoir, merci. on va te chasser. Mais tu n'es pas très bien, frère. Cédric, tu es de l'Union sacrée. Le chef de l'État avait dit soit c'est la paix totale, soit c'est la guerre totale. Mais il est presque fin mandat. Alors, c'est comme si la montagne accouche d'une souris. Vous savez, monsieur cher Sylvain, vous devez savoir que l'expression des États démocratiques, c'est la rhétorique. Ce n'est pas la violence. Aujourd'hui, la violence, et ce sont les notions, c'est déjà dépassé pour un État normal de faire les recours à la violence. Vous imaginez, en termes de conséquences, aujourd'hui, engager la guerre. D'abord, nous allons perdre en termes de vies humaines, en termes des infrastructures. Mais j'ai également les dégâts. Je vous dis, oui. C'est grave. Je vous en prie. Parmi les solutions, c'est qu'on a peur finalement de faire la guerre. Aujourd'hui, parmi les solutions que la République démocratique du Congo essaie de pallier, c'est-à-dire d'utiliser la rhétorique. Entre autres, quand on demande à tous ces gens-là qui créent la désolation à la population de l'Est de cesser les faits, il y a des accords signés que la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on se comporte comme un État responsable. C'est pas faire les recours à la violence. Parce que les voies de on est en train de tuer les Congolais quand même, Cédric. Ça fait des années, Alors, vous allez dire qu'on doit se comporter comme ça? Nous voulons brandir la paix définitive aux Congolais. Comment? Ce n'est pas une paix éphémère. Avec ce dialogue que nous faisons? Le temps que ça va prendre, c'est question de laisser une paix définitive. Très bien. Ce n'est pas question de donner la paix et puis de mettre on prend un deuxième point. On prend le deuxième point alors. Tu gardes la parole. Ok. Bon, je te pose une question par rapport à la crise qu'il y a au Gabon, parce que nous avons tous été malheureusement été au courant de ce qu'il y a eu le matin au Gabon. Après le résultat, finalement, c'est une junte gabonaise qui prend le pouvoir. Finalement, on a quitté l'Est, Guinée, Tchad et consorts, l'Ouest, on est au Niger, on est au Mali, Burkina Faso et sur les Gabon. Quelle est notre crainte finalement? Bon, dire que notre crainte, c'est trop dur, parce que nous, là, on essaie de respecter la démocratie. Très bien. Vous savez, ce que nous avons enregistré aujourd'hui de chez nos voisins de Gabon, moi, je pense que c'est une interpellation pour les États, pour les dirigeants qui se considèrent comme les hommes forts. Parce qu'il ne faut pas brandir la démocratie d'apparence, mais appliquons les acquis de la démocratie. Qui veut le pouvoir est défini dans un temps et puis dans l'espace. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, nous avons une démocratie d'apparence, où les gens appliquent les élections comme un style de la démocratie, mais au fond, il y a autre chose.
Aujourd'hui, ce qui se passe au Gabon, un président qui s'éternise plus de 4 ans, plus de 40 ans au pouvoir, ça résonne trop fort. Ce n'est pas une république familiale, non plus aussi une boutique de famille. C'est-à-dire, quand vous venez au pouvoir, il faut s'attendre que 5 ans ou 4 ans plus tard, vous allez quitter le pouvoir. C'est comme chez nous ici, vous savez, aujourd'hui, ça c'est une réponse aux États qui se considèrent comme étant les États forts. Vous savez, beaucoup d'effondrements qu'on a enregistrés dans le monde, même ce que nous appelle, ce que nous qualifions comme étant les ripostes face au pouvoir, ce que nous qualifions comme les révolutionnaires, c'était toujours dit aux inégalités sociales. Quand, par exemple, il y a un bloc qui considère le pouvoir de l'État, c'est comme un pouvoir familial, les conséquences, c'est quoi? Il y a toujours des ripostes. Omar Bongo, Ali Bongo, oui, près de 60 ans. C'est aussi une façon d'interpeller aussi nos frères de Congo-Brazzaville en France. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est une situation qui devient un peu, qui rentre en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ça prend un élan, un rythme là assez non décadencé. C'est-à-dire... Et ça fait peur quand même, ça fait peur même pour certains présidents africains qui se comportent comme des rois au pouvoir. C'est une interpellation. C'est l'État maintenant de se considérer comme le vrai démocrate, pas les démocrates d'apparence. Très bien. Alors, les pères, finalement, hier c'était le Niger, le Mali, Burkina Faso, le Guinée, le Tchad, finalement le Gabon. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que nous craignons, nous, les Congolais? Eh bien, vous savez, j'ai entendu ce que mon frère a dit, mais mon frère doit comprendre une chose. D'abord, nous devons faire des autopsies, comprendre c'est quoi le pile de tous ces coups d'État. Hormis les coups d'État militaires, il y a des coups d'État institutionnels, il y a des coups d'État constitutionnels. Prenons le cas de mon pays, par exemple. Le président Tshisekedi lui-même qui a reconnu, dès son retour au pouvoir, qu'il avait la minoritaire au Parlement. Mais du coup, il se retrouve aujourd'hui le patron d'une majorité parlementaire. Coup d'État institutionnel, selon toi? Bien sûr. La Constitution, il est juriste, mon frère. Le règlement intérieur de la Fédération dit l'on ne peut pas changer la majorité parlementaire au cours d'une législature. Mais par quelle magie, aujourd'hui, M. Tshisekedi s'est tapé de la majorité parlementaire? Par quelle magie Samalouko est arrivé là où il est? Par quelle magie Mosso, qui n'est que lui seul comme député, est devenu aujourd'hui? Donc, nous avons connu un coup d'État institutionnel dans notre pays. Donc, tout a été bafoué. Et si un jour un militaire se réveilla pour défendre le pays, pour défendre les institutions, est-ce qu'on pourrait connaître celui-là? La réponse est non. Donc, si vous voulez être respecté, respectez aussi les autres. Le fait d'être au pouvoir ne vous donne pas le droit de dominer sur tout le monde. Parce que le Congo est un patrimoine commun. Le Congo appartient à tous les Congolais. Ça ne appartient pas à un individu. Au Gabon, au Tchad, Mali et consorts, nous avons connu des présidents qui se comportaient à des monarques, qui se comportaient à des princes. Donc, ils ont fait de leur pays l'héritage familial. Lorsque vous faites... De père en fils. De père en fils. Oui. Et d'ailleurs, Ali Bongo préparait même son fils. Donc, de père en fils et en petit-fils. Ça, c'est grave. Ici, en face de nous, il y a un vieux de 81 ans qui est en train de préparer même son fils. Non, il faudrait que ces choses cessent en République démocratique du Congo. Vous savez, à chaque fois j'entends les gens dire les Blancs n'ont aucune leçon à nous donner. Mais oui, si les Blancs n'ont aucune leçon à nous donner, nous aussi comportons-nous comme les hommes normaux. Est-ce que c'est pas la fin d'une époque, tous ces coups d'État et tout? Est-ce que ça ne traduit pas la fin d'une époque quelconque en Afrique? Oui, non, c'est pas quelque chose de traiter la fin d'une époque. Ouais. Mais moi je dirais que c'est un réveil panafricaniste. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Congo ne peut pas être une affaire familiale. Je vous ai lu tantôt ici. Si Tshisekedi est au pouvoir, ceux qui se présentent comme ses soeurs, ses frères, se comportent au tout-puissant. Cette dame, Madame Mpoïmoulumba Godeliève, qui veut aujourd'hui s'accaparer des pensées d'autrui, parce qu'elle se réclamerait de la famille présidentielle. Parlons d'Ali Bongo, hein? Oui, mais c'est ça. On a déjà longuement parlé d'elle. Non, ça c'est important. Ça c'est important parce que c'est aussi un message à lancer à mon grand frère Tshisekedi. Moi, je n'aimerais pas que le fait dispense avec qui nous avons milité hier, nous avons combattu la dictature, nous avons combattu
les vertus de la Constitution retombent aussi dans les mêmes pièges que ses prédécesseurs. Alors, ça, c'est grave. Très bien. Donc, alors, les Africains, comme notre ami le président burkinabé avait dit, la patrie ou la mort. Donc, les gens ont compris que face aux intérêts de la patrie, on est prêt à mourir. C'est comme si on est finalement, c'est-à-dire retourné aux années 60, où on voit la junte militaire gérer tous ces États africains, à cause de la turbulence des hommes politiques. N'est-ce pas là, comme si une histoire qui nous revient? Vous savez, cher Sylvain, ça crée toujours une indignation quand je vois mes frères de l'opposition essayer d'assimiler la situation de la RDC au Gabon et puis aux États forts. Quand je parle des États forts, moi je considère les monarques, les gens qui essaient de considérer le pouvoir comme étant un héritage familial. Vous savez, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ce que nous devons retenir, nous sommes dans un État où on respecte les tests. Le Congo, c'est un État de droit, ce n'est pas un État voyou, non plus aussi un régime de monarque. Le président Félix, c'est un président qui a un mandat de 5 ans, il a respecté ses mandats. Il nous amène aux élections d'ailleurs au mois de décembre. Et puis, il y aura élection au mois de décembre. Voilà ce qu'on appelle un démocrate. Le président Félix n'avait pas la Cour constitutionnelle à l'époque, n'avait pas la CENI à l'époque. Il a compétit comme tout autre compétiteur et puis il a gagné les élections. Parler de la crise institutionnelle, mon ami, il a évoqué des histoires qui ne reflètent même pas les squelettes constitutionnels de notre pays. Quand vous essayez de dire que non, il n'y a pas une loi qui interdise aux animateurs de requalifier la majorité au cours des mandats. Je peux vous brandir la Constitution. Je peux vous brandir la Constitution. Nulle part vous allez prouver aux Congolais. Mais ça c'est grave. Une disposition. C'est par quelle magie? Minute, il a la parole. Moi, je ne vois pas si mon ami, par élégance, je peux vous accorder mes temps. Et puis, vous serez dans l'incapacité de me montrer une disposition constitutionnelle qui interdise au Parlement de faire la requalification de la majorité. C'est par quelle magie qu'il ne fallait pas faire la requalification? C'est par quelle magie? Très bien. C'était une question qui était abordée. Vous savez, on évolue. Les États que nous qualifions les États voyous, ce sont les pays où le chef ne respecte pas la volonté de la Constitution. Ça en est quand même trop, non, finalement, Cédric? Nous, là, il y a un parti constitutionnel que le Gabon a toujours été perçu comme un État. Il ne faut pas confondre la démocratie d'apparence et la démocratie d'application. C'est parmi les pays les plus riches de l'Afrique quand même, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous savez, sur le non, c'est ça en fait le problème. La République démocratique du Congo, dans sa grandiloquence, dépasse le Gabon. Quand vous essayez de brandir le Gabon sur le plan économique, le Gabon, c'est juste ma commune de Kimonseki. Ça n'a rien, je vous dis, sur le plan géographique. Le Gabon, c'est la partie du Congo-Brazza. Le Gabon, c'est la porte du Congo-Brazzaville. Sur le plan géostratégique, c'est que nous avons comme problème aussi au Congo, nous dépassons Gabon de très loin. Là, je vous dis, il ne faut pas brandir que non, sur le plan économique, c'est un petit pays. Aujourd'hui, tous les efforts que nous enregistrons dans notre pays, quand bien même nos frères de l'opposition essayent de bypasser ce que l'État est tenté de réaliser dans ces 4 ans, moi je pense que c'est une ignorance. Très bien, on va clôturer. Il y a des avancées sur tous les plans. Quand vous sortez d'ici, il y a des routes construites sous l'état de siège. Quand vous allez, je vous dis, il y a des routes construites dans les 4 années de Félix Antoine au pouvoir. Aujourd'hui, au Congo, n'en parlons même pas. La stabilité économique. Très bien, très bien. N'en parlons même pas. Voilà. Je vous en prie, La stabilité, c'est à quel niveau? On atterrit. Cédric, on atterrit. Je vous en prie. Jésus. Voilà, on ne souhaite pas ici en RDC qu'il y ait un coup d'État, parce que nous sommes tous derrière le processus électoral. On va aux élections pour le 20 décembre 2023. Et on doit choisir. Il y a eu des résultats qu'on a publiés. On a publié des résultats. Qui étaient tronqués, c'est long. Voilà. Donc au Congo aussi. Nous avons une CENI responsable ici en RDC. Non, c'est Kadima oserait de tronquer les résultats du 20 décembre. On s'attend quoi? J'ai dit, il ne faut pas dire ça. Non. En fait, je pèse mes mots. Si Kadima oserait de tronquer les résultats de 2023, je pense que la voie sera ouverte. Pourquoi? Parce que nous n'accepterons plus jamais les coups d'État électoral. Nanga en a fait, et aujourd'hui, il est en exil. Cherchant à dire des vérités, les vérités qu'il pouvait bien dire en 2018. Chez nous, il y a un article qui nous interdit finalement, dans la Constitution, de prendre le pouvoir par la force. Mais c'est la journaliste. Donc ça ne marchera pas en RDC. Mais c'est la journaliste. L'article 64 de la Constitution est clair. Et hormis cet article 64, la souveraineté appartient au peuple. Je pense que c'est le préambule de la Constitution congolaise. Donc, dès
dès lors que la volonté populaire est bafouée au détriment de la volonté minoritaire, il y a lieu que la population puisse se prendre en charge. Car il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Donc, nous avons M. Dima à l'œil. Le 20 décembre, il faudrait que la volonté exprimée soit publiée. Dans le cas contraire, je pense que nous avons c'est le même plateau. Vous voulez faire peur à l'union sacrée finalement? Non, c'est pas faire peur à l'union sacrée. Mais ça, c'est la vérité. Mais jusqu'à quand on doit continuer à voler la victoire du peuple? Très bien. Alors, Cédric, on s'attend à un article, c'est-à-dire 64 après la publication de ces résultats. D'autant plus que les PPRD, les CID, enfin, Martin Fayulu et les autres n'ont pas pris part, n'ont prendront part à ces élections. Est-ce que vous ne craignez pas l'application de cet article 64? Bon, l'application, c'est lorsqu'on exerce les pouvoirs par des voies de violence. Mais au stade actuel, je vous dis, la Constitution a essayé de superposer les institutions de la République. Mais malgré la superposition, il n'y a pas ce qu'on appelle la concentration de pouvoir autour d'un individu. Le président Félix essaie de respecter la volonté d'autres institutions au nom même de cette séparation. Moi, je pense qu'au stade actuel, question que les amis de l'opposition devaient se poser si peut-être on n'allait pas, si on n'avait même pas respecté ce qu'on appelle la Constitution, c'est la volonté des institutions. Je repose la même question. Je repose la même question autrement. Est-ce que tous ces coups d'État en Afrique subsaharienne ne font pas peur à ce régime? Non, vous savez, moi je vous ai dit que non, ça fait peur lorsque nous nous comportons en guerriste. Mais au stade actuel, les comportements. On vous reproche beaucoup de choses quand même. L'opposition vous reproche beaucoup de choses. Le comportement est loin de notre gestion. Parce que là, nous nous comportons comme les tout démocrates. On applique la volonté de la Constitution. Aujourd'hui, les élections auront lieu dans les délais constitutionnels. On a convoqué les corps électoraux. Ça revient. Mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec vous. Être en désaccord ou être en accord avec la CENI. Dans la manière de faire. Ce n'est pas Félix qui a institué cet organe. C'est la loi qui l'a institué. C'est-à-dire, c'est un organe techniquement pour l'organisation des élections. Très bien. Ce n'est pas au président Félix de déterminer ou soit de dire à tel parti politique de se présenter aux élections. Non. Si par exemple nos frères de l'opposition estiment qu'ils ne sont pas prêts à aller aux élections, où est le problème du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Merci. Si alors, nos frères on clôture, sont dans l'incapacité de présenter un discours devant les Congolais, de par les réalisations du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, où est le problème? Si par exemple nos frères ne croyaient pas qu'aujourd'hui le Congo allait appliquer la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui c'est Merci Cédric. Les pères, finalement, on termine l'émission. J'aimerais quand même qu'on termine sur une note positive. Et que chacun de nous, je vous en prie, et que chacun de nous fasse un message à l'endroit de cette population qui attend le meilleur finalement de nos dirigeants. Tu as juste 30 secondes pour ça. Merci beaucoup. Je pense que je dirais à nos Congolais d'être éveillés. Comme on dit, on ne libère pas un peuple. Vous avez voté en 2010. Nous avons voté en 2006, nous avons voté en 2011, nous avons voté en 2018. Jusque-là, il n'y a aucun résultat escompté. Est-ce que continuerez de voter pour voter? Est-ce que continuerez-vous de voter pour des polos, de voter des gens qui ont comme Cyprien sa femme, sa soeur, son fils et sa fille? La réponse est non. Dans le cadre de contre-campagne, tout celui qui a aligné comme Cyprien le membre de sa famille, tout celui qui a fait 2 mandats, 3 mandats comme député national, qui n'a rien foutu, c'est au peuple de pouvoir les sanctionner le 20 décembre 2023. Merci. Dans les cas contraires, la population sera complice de ces misères que nous traversons tous. Merci Cédric, c'est les tout derniers mots pour ce soir. Je dirais à la population de faire la globalité de la confiance au président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et puis, je demanderai aussi à la population, nous allons vers l'année électorale, c'est au mois de décembre. Il est grand temps de faire une rupture, c'est-à-dire de voter des députés de qualité. Évitons ce qu'on appelle des candidatures démesurées. Quelqu'un qui a comme si bien ses enfants ou sa femme, c'est que nous appelons des candidatures démesurées. Parce qu'un candidat n'a pas peur à ses colistiers. C'est pas forcément d'avoir comme un Cyprien des enfants pour se sécuriser. Et puis nous demandons à la population de ne pas voter les papas sociaux et les mamans sociales. C'est-à-dire, vous votez un candidat qui a un programme sectoriel. Parce que beaucoup d'acteurs présentent la députation comme étant sans programme. Mais par contre, un député aussi a un programme sectoriel. C'est-à-dire, vous devez présenter ce programme devant la population. Très bien, nous avons reçu les pères Kubangila de l'Union des nationalistes révolutionnaires de Pascal Niemboué. Merci. Niembo, voilà. Excusez-moi d'avoir massacré son nom. Merci les pères. Merci beaucoup, chers journalistes.
Nous serons Ok. toujours disponibles à chaque fois que vous nous inviterez. Merci alors les pères. Merci également à Cédric Bienguélé. Le plaisir est partagé. Merci, tu es de l'Union Sacrée. Merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout, hein, à Kinshasa. Nous sommes du peuple. Comme au Congo, on veut bien la paix, on ne veut pas de coup d'État ici en RDC et que chacun tempère ses ardeurs. Merci également à toute l'équipe technique qui a été pilotée par Koupar Bola, Veambata, Patisumbu, ainsi que Guim pour tout le maestro. On se retrouve le vendredi pour un autre numéro. Merci et bon sur le programme sur Canal Kina.